Les rencontres des arts et de la science sur le thème humain demain, c'est le thème des InCité qui auront lieu du 17 au 25 mars prochain, notamment au Grand Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Lionel Massetta, bonjour, vous êtes à l'initiative de ces rencontres InCité, c'est les deuxièmes. L'année dernière, le thème était le temps, aujourd'hui l'humain, et on va parler beaucoup d'intelligence artificielle, mais pas que, augmentée, mais pas que. Il y aura des spectacles et des tables rondes, et je crois que pour préparer ces rencontres, vous avez été aidé par Alexandre Greenbaum. Alexei Greenbaum. Je ne sais pas, oui, je n'arrive pas. Dites Alexis. Alexis Greenbaum. Voilà. Vous êtes chercheur, vous êtes physicien, philosophe, vous êtes chercheur au laboratoire de philosophie et des sciences de CEA de Saclay, et spécialiste notamment de la physique de l'information quantique. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème pour ces rencontres, Lionel Massetta? Pourquoi ? Parce que lorsqu'on choisit un thème, on le choisit en général 2 ans à l'avance. Le premier, c'était sur le temps, qui était le temps vu par le prisme de la science physique, thème un peu conceptuel. On essaie de choisir un thème qui nous concerne, nous, dans notre quotidien. Le temps nous concerne dans notre quotidien. On essaie aussi de faire un peu de prospective. Et la question de l'humain demain ou de l'humain aujourd'hui nous concerne avec tout ce qu'il contient, tout ce qu'il y aura à l'intérieur de ces rencontres. Vous parliez d'intelligence artificielle, d'augmenter. On va parler de philosophie. On va avoir des philosophes, des anthropologues, des spécialistes de l'éthique, des nouvelles technologies, etc., etc. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui l'homme vit avec cette sorte de bouleversement de la science, mais un bouleversement qui le concerne au quotidien. Quel est son avenir? Comment s'en empare-t-il aujourd'hui? Et quelles vont en être les conséquences? Le maîtrisera-t-il dans les années qui viennent? Voilà, on est vraiment dans des choses extrêmement pratiques qui nous concernent au quotidien. On a quasiment tous des téléphones portables, donc on est concerné par ces questions-là, tout simplement. L'intelligence artificielle, avec cette question que vous posez, c'est humain demain, mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'être humain, hein? C'est au fond la question de base. C'est la question de base et c'est la question par laquelle on va commencer ces rencontres, puisqu'elles sont faites de tables rondes, de spectacles et également de cinéma. On essaie d'aborder cette thématique de l'humain demain par différents angles, par différentes sources. Et la première des tables rondes, où il y aura un philosophe et une anthropologue, va être comment est-ce qu'on définir l'humain, comment est-ce qu'on définit l'homme. Oui, ça, tout simplement. Voilà, c'est pas moi qui vais vous le définir non, pas maintenant, non. Aujourd'hui. Alors, Alexei Greenbaum, vous avez aidé justement à la programmation, notamment des tables rondes. J'ai dû donner quelques petits conseils, mais c'est surtout 2-3 conseils. Bien sûr, Lionel qui a tout conçu. Quel est, au fond, est-ce qu'il y a un message qu'il faut faire passer, enfin, quel est le but que vous voulez faire passer auprès du grand public, puisque c'est après tout celui-là qui sera intéressé par les spectacles et par les rencontres? Écoutez, il y a 2 messages. Le premier message est épistémique. C'est quelque chose qui est important pour les jeunes de 50 ans, mais aussi pour les vieux, pour tout le monde qui s'intéresse aux sciences. Et ce message est le suivant. On ne peut pas vraiment aujourd'hui penser l'humain juste avec de la biologie ou des neurosciences. L'humain se définit par rapport aussi aux objets qui l'entourent, et ces objets sont numériques, informatiques aujourd'hui en grande partie. Il y a des algorithmes partout. L'homme fonctionne dans un monde, dans un contexte. Et pour penser l'humain, il ne suffit pas de penser son corps biologique. Il faut penser aussi sa condition par rapport au numérique. Et donc, j'utiliserai mes mots convergence des sujets qui viennent de la biologie et du numérique, au niveau scientifique, mais aussi au niveau des utilisations, est importante. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez faire de la biologie, apprenez à écrire du code. Si vous êtes un pur informaticien qui n'a jamais pensé aux applications, vous ne serez pas un très bon informaticien. Donc, pensez à toutes ces choses. Voilà. Pour penser à ces choses-là, il faut avoir un regard élargi.
Deuxième message, ça n'est pas limité à quelques laboratoires obscurs dans les centres de recherche scientifiques. Après, bien sûr, tout le monde va dire, il y a des smartphones, donc on les utilise tous les jours, donc on sait que ce n'est pas limité au laboratoire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'art. Il y a l'art parce que l'art, c'est le reflet de l'histoire de l'humanité. Ce sont des choses qui entrent dans la culture et dans l'histoire continue de l'humanité. Il n'y a pas de rupture jusqu'à avant-hier. C'était un monde sans le numérique et aujourd'hui, c'est un autre monde. Non, il n'y a pas de rupture. Il y a la continuité de cette histoire de l'humanité. Et l'art, en particulier, nous permet de la saisir, de la voir, de la toucher, cette continuité. De la représenter. Et de la représenter. Et donc, l'art est essentiel dans cette construction de l'humanité continue à travers des siècles. Et quand ces technologies, quand ces résultats scientifiques sont représentés dans l'art, ça veut dire qu'ils font partie du socle de notre histoire. Mais c'est vrai que l'art est souvent un peu en avance par rapport à la politique, est peut-être un peu en retard, les politiques sur ce domaine. L'art est assez en avance. Et là, alors, dans le spectacle au théâtre, de la danse, vous avez un certain nombre de spectacles qui sont intéressés à ça. L'art, c'est toujours, et les artistes sont toujours intéressés aux nouveaux médias, tout simplement, soit pour les utiliser, soit pour en être les premiers utilisateurs, soit pour en trouver des applications auxquelles les inventeurs, les créateurs n'avaient pas pensé, soit pour les détourner, soit pour les questionner. C'est-à-dire que la position de l'artiste, il y a 4 positions possibles. Mais c'est intéressant ce que dit Alexei. Nous, dans la construction des rencontres, je vous disais qu'il y avait ces 3 angles d'attaque, mais la partie scientifique, pour moi, il était extrêmement important de travailler sur la partie scientifique avec, en l'occurrence, un spécialiste de l'éthique des nouvelles technologies, parce que ça permet d'avoir une vision extrêmement globale et précise, une personne qui peut nous orienter sur le choix des tables rondes. Et en fait, ces rencontres in-cité, c'est pas autre chose que, je sais pas si on peut parler de partage du savoir. Vous parliez de la façon dont le citoyen doit s'emparer de ces questions-là. Il peut s'emparer de ces questions-là. Il faut qu'elles sortent des laboratoires. Et en fait, en faisant, en invitant des scientifiques, pas que des scientifiques, il y aura également des écrivains, des artistes. Mais à ces tables rondes, c'est aussi les faire sortir du laboratoire. Ils sont très demandeurs de sortir de leur laboratoire pour parler au grand public en termes tout à fait intelligibles. Mais il y a un partage du savoir, un partage des questionnements, j'allais dire. Et l'idée n'est pas, dans ces approches, et on le verra sur la partie artistique, d'avoir une approche univoque de l'humain demain, une approche catastrophique, sensationnaliste, c'est-à-dire tout d'un coup on parle d'intelligence artificielle, soit ça excite, soit ça fait peur, on parle d'homme augmenté, soit ça excite, soit ça fait peur. Non, enfin il faut sortir de cette problématique, de cette dichotomie-là, et essayer d'avoir de livrer quelque chose de plus sage, objectif, pour être dans ce partage du savoir et des questionnements. Et c'est l'objectif de ces rencontres. Alors parlons un peu de la programmation artistique, parce qu'elle est essentielle aussi. Puisqu'il y a donc programmation artistique et table ronde. Quels sont alors, il y a beaucoup d'arts qui sont concernés. Il y a le théâtre, il y a la danse. Beaucoup. Il y a le théâtre, il y a la danse, il y a la musique, il y a le cinéma également, puisqu'on travaille avec l'UGC, notre voisin de l'UGC. Il y a une parfaite correspondance entre le contenu des conférences, c'est-à-dire on pourrait faire un fléchage assez direct entre le contenu des tables rondes. Il y a des tables rondes qui suivent d'ailleurs des spectacles. Les spectacles, qui suivent ou qui précèdent, spectacles et puis les films. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une table ronde qui ne va pas avoir un lien avec un spectacle ou un film. C'est assez étonnant. C'est vrai que le cinéma s'est emparé de la question, tout comme l'année dernière, quand on parlait du temps, le cinéma s'est emparé du temps il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Il s'est emparé de la question du numérique, des nouvelles technologies. Il y a également très longtemps le spectacle vivant. Alors, et on a exemples oui, dans la programmation. Dans la programmation, on a 7 spectacles. Le premier spectacle, moi, qui m'intéresse, j'ai vu des images tout à l'heure défiler à l'écran. C'est Sans objet, parce que c'est un spectacle qui figure. C'est un spectacle de danse, d'acrobatie. C'est un spectacle qui figure aussi notre rapport à la machine.
À savoir, Oui, c'est un en rapport l'occurrence, entre monstre, enfin, oui, Aurélien qui se transforme. Bory a acheté un robot, qui est le metteur en scène, le concepteur de ce projet, a acheté un robot de l'industrie automobile et l'a mis sur une scène. Et sur ce robot, ou à côté de ce robot, il a mis 2 acrobates danseurs. Voilà. Le robot est manipulé en coulisses par un technicien. Et en fait, tout le travail sur Sans objet s'appelle Sans objet, c'est la peur initiale de cette machine, dont on voit et dont on sent la force qui est incroyable. Elle peut broyer les 2 acrobates qui sont dessus. Et puis petit à petit, les acrobates, danseurs, vont apprivoiser cet objet-là, cette machine-là. Et il va y avoir une sorte de communication et de vraie relation entre l'homme et la machine. On part de cette peur pour arriver à une maîtrise et un dialogue réel entre les deux. Et ça figure finalement tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous fait peur dans l'intelligence artificielle. Maîtrisons ce sujet-là. Autre spectacle ? Autre spectacle dont je pourrais parler, c'est Soft Love, qui est une sorte de traduction à la scène du film de Spike Jonze qui s'appelait Her, H-E-R, et qui est la vie d'une jeune femme avec un assistant, je sais pas comment on appelle ça, un assistant personnel, une intelligence artificielle, un robot personnel qui va lui dire comment s'habiller, etc., etc. Et ce robot, contre toute attente, va développer une sorte d'affect pour sa propriétaire. Et finalement, nous, on va se retrouver en empathie avec cette intelligence artificielle personnelle. Et c'est assez, c'est assez intéressant. Sachant que c'est un robot, et ça, c'est une question très intéressante. Oui, quel est le rapport qu'on doit avoir ? Voilà, vous pouvez très bien savoir que ça n'est pas un humain et avoir un rapport affectif, émotionnel, aimer cette chose. Mais comme l'ont les enfants d'ailleurs, Absolument. Avec n'importe quel objet. Il y a une sorte d'animisme naturel chez les enfants, que l'on retrouve en l'occurrence quand on regarde. Et finalement, ce qu'on va faire, je pense, pendant ces rencontres, c'est d'aller au-delà de ces dichotomies. Je sais que c'est un robot, donc peu importe, c'est juste une petite chose. Quoi. Voilà. Mais vous pouvez très bien savoir que c'est un robot et pourtant vivre avec. Est-ce que vous allez participer à un débat autour de Frankenstein, notamment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de docteurs Frankenstein aujourd'hui qui manipulent des choses qui leur échappent ? On fabrique des choses qui nous échappent et c'est bien ainsi. Mais on ne les fabrique pas sans contrôle et sans limite. Et d'ailleurs, je vous rappelle que même dans le roman Frankenstein de Mary Shelley, que vous avez cité, quand le monstre demande au médecin Victor Frankenstein, le monstre qui ne s'appelle pas Frankenstein, c'est le médecin qui s'appelle Frankenstein. Le monstre lui demande de lui faire une copine. Et le médecin refuse. Donc même ce médecin fou a quand même des limites. Il n'est pas si fou que ça. Il a des contraintes. Il ne va pas tout faire. Et dans le monde réel aujourd'hui, oui, nous fabriquons des machines qui apprennent au-delà de ce que nous avons programmé, ce que nous avons déterminé. Donc des machines qui seront autonomes, oui. Des machines qui vont aller au-delà de ce qui a été mis octet par octet par le programmeur. Mais il y a des contraintes. Voilà. Je vais renvoyer au programme de InCité. On peut aller sur le site internet du théâtre. Voilà. Merci beaucoup Lionel Massetta, merci beaucoup Alexei Greenbaum. Donc c'est du 17 au 25 mars, Humain demain, les rencontres InCité. Merci beaucoup. Merci à vous.